Il existe des maisons qui ne sont pas simplement des maisons. Elles sont des promesses tenues, des souvenirs solidifiés dans la pierre et le bois, des espaces où le temps a laissé ses empreintes les plus douces. La Bastide que j'avais achetée dans le Luberon après 30 ans de carrière en était une. 90 mètres carrés de murs en pierre ocre, un olivier centenaire dans la cour, une terrasse qui regardait le coucher de soleil comme si elle avait été construite précisément pour cela. Ma femme Élisabeth avait pleuré la première fois qu'elle l'avait vue. Des larmes de bonheur, m'avait-elle dit. Je l'avais cru. Je la croyais toujours. Élisabeth était morte 10 à 8 mois plus tôt. Cancer du poumon, diagnostiqué en novembre, enterré en mars. 5 mois entre le monde d'avant et celui d'après. Je n'avais pas eu le temps d'apprendre à respirer autrement qu'avec elle. La Bastide était devenue mon seul lien avec ce qu'elle avait été. Ses livres étaient encore sur les étagères dans l'ordre qu'elle avait choisi. Son service à thé en faïence provençale bleu et jaune, les couleurs qu'elle adorait étaient rangées dans le placard du bas, exactement là où elle l'avait posé pour la dernière fois. Je n'avais rien déplacé. Peu être par superstition, peu être par amour, peu être parce que je n'avais tout simplement pas le courage de signifier par un geste aussi banal la permanence de son absence. J'avais 63 ans et j'habitais seul avec ces fantômes, et c'était une forme de bonheur que je n'aurais su expliquer à personne. Ma fille Camille venait me voir 2 fois par an, à Noël et en août. Elle habitait à Lyon avec son mari depuis 3 ans. Je l'avais vue se transformer progressivement, ce qui arrive souvent quand on choisit quelqu'un qui n'est pas tout à fait la bonne personne, mais qu'on refuse de le voir. Elle qui riait fort et opinait de sa propre initiative était devenue quelqu'un qui regardait son mari avant de répondre. Ce n'est pas la vie que je lui avais souhaitée, mais je n'étais pas non plus quelqu'un qui impose ses jugements à sa fille adulte. J'observais, je m'inquiétais, je me taisais. Son mari s'appelait Sébastien. Il était cadre commercial dans une société de logistique à Lyon, ce qui lui donnait, semblait-il, une opinion définitive sur tout et le droit de l'exprimer sans modération. La première fois que je l'avais rencontré, il m'avait demandé combien j'avais payé la Bastide avant même de s'asseoir. J'avais répondu que ça ne me regardait que moi. Il avait souri comme si c'était une blague. Ce n'en était pas une. Le téléphone avait sonné un jeudi soir de juin, vers 20 heures. C'était Sébastien. Camille ne téléphonait jamais sans prévenir par message. D'abord, c'était une politesse qu'elle avait gardée de son éducation. Son mari, lui, n'avait pas ce genre de scrupules. Alors, beau-père, lui avais-je dit en reconnaissant sa voix, qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Sa réponse avait été aussi directe que si elle était préparée depuis longtemps, comme si tout ce qui précédait n'était qu'une formalité destinée à être franchie au plus vite. On arrive le 14 juillet. On sera une vingtaine. Prépare les chambres, les draps, les serviettes. On restera 3 semaines. Et si tu pouvais faire des courses avant, ce serait bien. On ne veut pas perdre du temps à s'installer. J'avais cru mal entendre. Vingperson, 3 semaines, en juillet. Dans la Bastide qu'Élisabeth et moi avions retapée pendant 4 ans de nos propres mains. Pardon? Tu as très bien entendu. La Bastide est grande. Il y a de la place. Camille mérite des vacances. Et franchement, toi tu n'en fais rien de juillet à août. On sera là le 14 en fin d'après-midi, alors sois disponible. Il avait raccroché avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit. Je suis resté immobile dans la cuisine pendant ce qui m'a semblé être très longtemps. Le service à thé d'Élisabeth m'observait depuis son placard entrouvert. L'olivier dans la cour bruissait légèrement dans le vent du soir. Et quelque chose, dans ma poitrine, quelque chose qui avait l'habitude d'être de la tristesse, depuis 10 à 8 mois, s'était transformé en une autre chose, entièrement. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus précis, de plus patient. J'avais rappelé Camille. Elle avait répondu sur un ton qui m'avait indiqué qu'elle était au courant et qu'elle avait déjà décidé de ne pas contester la décision de son mari. « Papa, c'est ta maison, mais c'est aussi la mienne d'une certaine façon, non? Maman aurait voulu qu'on s'en serve. Elle détestait que les choses servent à rien. Ta mère détestait surtout les gens qui ne savent pas se tenir, lui avais-je répondu. Silence. Ne fais pas ça compliqué, papa. Sébastien a invité ses collègues et ses amis. C'est important pour lui professionnellement. Et les draps? Les courses?
Je dois aussi préparer les serviettes, comme dit ton mari? Nouveau silence. Puis, plus bas. S'il te plaît. J'avais raccroché à mon tour. Il m'avait fallu une nuit entière pour décider. Pas de ce que j'allais faire ça, je l'avais su assez vite, mais de la manière dont je voulais le faire. Parce qu'il y avait la solution simple. Appeler Sébastien, lui dire non, peut être lui expliquer poliment, mais fermement, que ma maison n'était pas un hôtel, et que sa désinvolture n'était pas acceptable. Simple, propre, efficace. Mais j'avais pensé à Camille, à ce regard qu'elle posait sur son mari avant de parler, à la façon dont elle avait dit « s'il te plaît » à voix basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Si je disais simplement non, Sébastien jouerait les victimes, ferait de moi le beau-père impossible, le vieux grincheux qui empoisonnait leur mariage. Et Camille, pour avoir la paix, finirait par me donner tort. Rien ne changerait. La prochaine fois, il demanderait autre chose. Et encore après. Non. Je voulais qu'il se révèle lui-même, devant tout le monde. J'avais appelé Maître Fontaine, le lendemain matin, mon notaire depuis 20 ans. Un homme discret avec un sens aigu de l'ironie qu'il dissimulait derrière des lunettes à monture fine et un costume toujours trop chaud pour la saison. Je lui avais expliqué la situation. Il avait écouté sans m'interrompre, puis avait dit « Ah, juste ah, mais avec la tonalité particulière de quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'histoire et sait comment elle finit. » Nous avions travaillé pendant 10 jours. La première chose que j'avais faite, c'était appeler mon ami Gérard, qui gérait des locations saisonnières dans le Luberon depuis 15 ans. Je lui avais demandé s'il pouvait me trouver des locataires sérieux pour la période du 14 juillet au 4 août, 3 semaines exactement. Il m'avait rappelé le lendemain avec une famille belge, les Verchèves, 2 adultes et 3 enfants qui cherchaient précisément ça. Le contrat de location avait été signé dans les règles, avec état des lieux, caution et tout ce que la loi exige. La famille Verchève était juridiquement chez elle, dans ma bastide du 14 juillet au 4 août. Ensuite, j'avais commencé à préparer la maison, non pas dans le sens que Sébastien entendait, mais dans un sens qui m'était propre. Les photos d'Élisabeth, il y en avait une 20aine accrochées au mur, dans les couloirs, sur le rebord de la cheminée, avaient été soigneusement descendues et enveloppées dans du papier craft. Son service à thé, ses aquarelles provençales, ses céramiques de l'île sur la Sorgue, tout ce qui avait une valeur sentimentale ou marchande, avait été emballé et rangé dans la cave fermée à clé. J'avais démonté la sono extérieure de la terrasse. J'avais modifié le code Wi-Fi et laissé un vieux routeur des années 2010 en place. Il afficherait un réseau, mais ne fournirait rien de fonctionnel. J'avais coupé l'accès à la climatisation depuis le boîtier principal, laissant le thermostat visible mais inopérant. En juillet, dans le Luberon, à 35 degrés, c'est un détail qui compte. J'avais aussi vidé le garde-manger et le réfrigérateur de tout ce qui était bon. J'avais laissé quelques boîtes de conserve dépassées, de l'huile de cuisson rance et 3 bouteilles d'eau gazeuse tiède. Pas pour punir enfin. Si, un peu pour punir, mais surtout pour que la réalité de la situation soit immédiatement et physiquement évidente dès l'arrivée. Maître Fontaine avait préparé les documents nécessaires. Une mise en demeure formelle pour occupation, sans titre d'une propriété privée soumise à un contrat de location en cours, avec mention expresse des sanctions prévues par la loi du 6 juillet 1989 et du Code pénal pour violation de domicile. Il avait aussi préparé un courrier destiné spécifiquement à Camille, lui expliquant que la Bastide étant dans mon patrimoine propre acquise avant notre mariage, ce qui la rendait exclue de toute succession automatique, elle n'avait aucun droit d'usage sans mon accord explicite, accord que je n'avais pas donné. J'avais demandé à Maître Fontaine d'être présent le 14 juillet. « Vous êtes sûr que c'est nécessaire ?» m'avait-il demandé. « Je veux que tout soit documenté. Et je veux que Sébastien comprenne qu'il ne parle pas à un vieux monsieur seul, mais à quelqu'un qui a anticipé chaque détail. Je serai là, avait-il dit, avec ce « A » particulier que je commençais à trouver très réconfortant. Les 10 jours qui avaient suivi avaient été étrangement calmes. Je m'étais promené dans la Bastide vidée de ses ornements, comme on se promène dans une version fantôme de sa propre vie. Les murs gardaient les traces des cadres retirés des rectangles légèrement moins dorés par le soleil.
L'étagère de la salle à manger sans les céramiques avait l'air d'un sourire édenté. J'avais ressenti quelque chose d'inattendu, une clarté, presque de la légèreté, comme si préparer ce moment m'avait redonné un sens du contrôle que je n'avais plus exercé depuis la maladie d'Élisabeth. J'avais aussi longuement réfléchi à Camille, ce que je voulais pour elle, ce que je ne voulais pas. Je ne cherchais pas à détruire son mariage. Ce n'était pas mon rôle, et ce n'était pas ce qu'elle m'aurait demandé. Mais je voulais qu'elle voie, qu'elle regarde vraiment, qu'elle cesse de regarder son mari avant de parler, et qu'elle recommence à se parler à elle-même. Le 14 juillet, j'avais demandé à la famille Verchève d'arriver dès le matin. Ils étaient là à 10 heures, charmants, les enfants ravis par l'olivier et la terrasse. Je leur avais montré la maison en leur expliquant que des personnes allaient peu être se présenter dans la journée en prétendant avoir le droit d'entrer. Ils n'avaient aucun droit légal. En cas de problème, ils pouvaient m'appeler et appeler la gendarmerie. Monsieur Verchève, un homme grand et posé qui enseignait le droit à Bruxelles, avait regardé le contrat de location, puis moi, puis à nouveau le contrat. « C'est parfaitement en ordre », avait-il dit. « Nous sommes chez nous jusqu'au 4 août. » « Exactement, » avais-je répondu. J'avais installé une chaise pliante à l'ombre de l'olivier, côté entrée. J'avais apporté un livre que je savais que je ne lirais pas, un verre d'eau fraîche et le numéro de Maître Fontaine en favori sur mon téléphone. Et j'avais attendu. Ils étaient arrivés à 16h30, soit un peu plus de 3 heures après l'heure annoncée, ce qui aurait pu me surprendre si j'avais encore des illusions sur le sens de la ponctualité de mon gendre. 3 voitures. Une vingtaine de personnes, comme promis. Des gens qui riaient fort depuis le parking communal, des portières qui claquaient, des exclamations sur la vue et l'endroit de rêve. Et putain, Seb, t'avais pas menti. La scène avait quelque chose d'une colonie de vacances d'adultes qui se croient arrivés. Sébastien était en tête, évidemment. Short de plage, lunettes de soleil remontées sur le front, l'air de quelqu'un qui possède les choses sans les avoir jamais achetées. Il m'avait regardé dans mon fauteuil sous l'olivier, avec une expression qui mêlait la surprise et une légère condescendance. « T'es là? Je pensais que tu aurais libéré les lieux. Je suis chez moi, lui avais-je dit sans me lever. « C'est bon, avait-il répondu d'un ton qui voulait dire que ma présence était tolérée, mais pas souhaitée. « Alors, les clés? Il y a un problème, Sébastien. » Il avait ri. Pas un vrai rire, le rire de quelqu'un qui décide à l'avance que le problème en question est négligeable. Les clés d'abord, le problème après. La porte de la Bastide s'était ouverte à cet instant précis, et Madame Verchève était apparue sur le seuil avec un tablier et une bouteille d'huile d'olive à la main, visiblement en train de préparer le dîner. Elle avait regardé la vingtaine de personnes avec la curiosité tranquille de quelqu'un qui n'avait aucune raison de se sentir concerné par leur présence. « Bonsoir », avait-elle dit poliment. Le silence qui avait suivi avait eu la qualité particulière d'une bulle qui crève. Sébastien avait mis quelques secondes à reformuler sa réalité. J'avais vu le travail se faire sur son visage, la confusion, l'agacement, l'incompréhension, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère, mais pas encore tout à fait. C'est qui elle? C'est Madame Verchève. Elle est locataire de la Bastide du 14 juillet au 4 août avec son mari et leurs 3 enfants. Le bail a été signé et enregistré il y a 10 jours. Tu déconnes? Non. Camille était en retrait, un peu derrière le groupe. Elle avait les bras croisés. Je la regardais chercher dans mon visage un signe que j'allais sourire, que c'était une plaisanterie, que j'allais finalement sortir les draps et les clés. Elle ne trouva rien de tel. Sébastien avait baissé la voix, ce qui était une mauvaise stratégie, car tout le monde entendait parfaitement, mais faisait semblant de ne pas entendre. « Tu fais quoi, là ?» « Sérieusement, j'ai invité 20 personnes. On a fait 3 heures de route. T'es en train de me dire qu'on peut pas entrer? C'est exactement ce que je te dis. C'est un contrat bidon, tu peux l'annuler. Dis-leur de partir. Je ne peux pas annuler un contrat de location saisonnière légalement signé sans m'exposer à des poursuites judiciaires. Et je ne le ferai pas. Tu me fais passer pour un con devant tout le monde. Tu t'es présenté devant tout le monde sans vérifier si tu avais le droit d'être là. Ce n'est pas moi qui t'ai mis dans cette situation. Il avait essayé plusieurs approches ensuite. La menace, d'abord t'as pas fini d'entendre parler de moi.
Puis l'appel à Camille dit à ton père d'arrêter son cinéma. Puis une tentative de négociation avec les Verchev directement, à qui il avait proposé de l'argent pour qu'il trouve autre chose, ce que M. Verchev avait décliné avec la courtoisie froide d'un juriste qui sait exactement où il en est. C'est à ce moment-là que Maître Fontaine était arrivé. Il avait garé sa voiture soigneusement, était descendu avec sa serviette en cuir, avait mis ses lunettes, et avait regardé la scène avec cet air de quelqu'un qui a tout vu et que rien n'étonne plus. « Monsieur Sébastien Marchand ?» avait-il demandé. « C'est moi, Maître Fontaine, notaire. Je représente les intérêts de Monsieur Bernard Chevalier, propriétaire de cette bastide. J'ai ici une mise en demeure formelle, vous notifiant que toute tentative d'accès à cette propriété sans titre légal constituerait une violation de domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal, passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. J'ai également ici un courrier destiné à votre épouse concernant ses droits sur le bien, qui sont, pour être précis, inexistants de son vivant du fait de la nature propre du patrimoine de son père. » Il avait tendu les documents avec le même calme qu'il aurait mis à tendre un verre d'eau. Sébastien avait pris les papiers. Il les avait regardés. Pas longtemps, il n'était pas du genre à lire attentivement, mais assez pour que la réalité administrative de sa situation lui devienne évidente. Derrière lui, ses amis et collègues avaient commencé à avoir des conversations à voix basse. Quelqu'un avait mentionné un hôtel à Apt. Quelqu'un d'autre avait regardé son téléphone. L'ambiance de colonie de vacances d'adultes s'était évaporée complètement, remplacée par quelque chose de plus proche d'un départ de gare raté. Camille était toujours en retrait. Elle tenait le courrier de Maître Fontaine sans l'ouvrir. Je m'étais levé de ma chaise et j'étais allé vers elle. C'était la première fois depuis son arrivée que nous étions proches l'un de l'autre. « Papa », avait-elle dit à voix basse. « Ma chérie, c'était nécessaire de faire ça devant tout le monde ?» Je lui avais répondu honnêtement parce que c'est tout ce que je savais faire avec elle. Si j'avais dit non au téléphone il y a 2 semaines, qu'est-ce qui se serait passé? Elle n'avait pas répondu. Elle savait. « Regarde », lui avais-je dit, et elle avait regardé son mari, qui expliquait à ses amis que le vieux était devenu fou, que c'est une situation familiale compliquée, qu'on va trouver autre chose, c'est pas un problème, qui se décomposait doucement en quelqu'un d'autre devant des témoins involontaires, qui ne l'avait pas regardée une seule fois depuis leur arrivée, pour voir comment elle allait. Sébastien était revenu vers moi une dernière fois, sans ses amis, après que la plupart avaient commencé à retourner vers les voitures. « T'as gagné ta petite bataille, beau-père. T'es content? » Je ne cherchais pas à gagner quoi que ce soit, Sébastien. Je protège ma maison et les souvenirs de ma femme, qui méritent mieux que d'être piétinés par des gens qui n'y ont pas été invités. C'est la mère de Camille aussi. Oui. Et Camille aurait pu me demander à elle de venir, comme elle l'a toujours fait. Elle le fait 2 fois par an depuis qu'elle est adulte. C'est différent. Il était parti sans répondre. Les semaines qui avaient suivi avaient été silencieuses. La famille Verchev avait passé d'excellentes vacances. Les enfants avaient grimpé dans l'olivier. Monsieur Verchev avait fini 2 romans policiers sur la terrasse. Madame Verchev avait découvert le marché d'Apt et en était revenue chaque fois avec des tresses d'ail et du melon. Leur présence dans la Bastide avait quelque chose d'inattendu et de doux, une vie ordinaire et heureuse dans une maison qui avait besoin de ça. Camille l'avait rappelé 10 jours après, le 14 juillet. Elle n'avait pas mentionné Sébastien directement. « Tu vas bien ?» m'avait-elle demandé. « Très bien. Et toi ? On se sépare ?» avait-elle dit après un silence. Je n'avais pas répondu tout de suite parce que je voulais choisir mes mots. « Je suis désolé », lui avais-je dit. « Pas parce que je pense que tu fais le mauvais choix, mais parce que ça fait mal quand même. Oui, tu sais que tu peux venir ici quand tu veux, pour de vrai, avec tes valises si tu en as besoin. » Elle avait pleuré un peu, pas longtemps. Camille avait toujours été courageuse. Même enfant, elle tombait du vélo et se relevait avant que j'aie eu le temps de m'inquiéter. Cette qualité, au moins, n'avait pas disparu. Il m'a reproché de ne pas avoir pris sa défense ce jour-là. « C'est ce que tu voulais faire ?» Long silence. Non, j'avais honte de lui. Honte d'avoir pensé que c'était normal de te traiter comme ça. Honte de ne pas l'avoir dit avant. Tu le dis maintenant. Où avait passé? Les Verchev étaient repartis en Belgique en laissant la Bastide dans un état impeccable et un mot sur la table de la cuisine.
Merci pour ce beau mois. Nous reviendrons l'année prochaine si vous le permettez. J'avais rangé le mot dans le tiroir, où je gardais les choses importantes. J'avais ensuite passé une semaine à remettre la Bastide dans son état d'avant, raccrocher les photos d'Élisabeth, une par une, replacer le service à thé dans son placard avec les portes entrouvertes comme elle aimait, replacer les céramiques sur l'étagère, rebrancher le sono de la terrasse. La maison retrouvait son visage, et moi avec. Camille était venue en septembre, seule, avec 2 valises et son chat dans une caisse de transport. Elle était restée 2 semaines. Nous avions parlé comme nous n'avions pas parlé depuis des années de sa mère, de son enfance, de ce qu'elle voulait pour la suite. Elle m'avait dit qu'elle avait oublié qui elle était pendant un moment. Je lui avais dit que ça arrivait, que l'important c'était de s'en souvenir à temps. Un soir sur la terrasse, le soleil descendant derrière le Luberon dans toutes ses nuances d'orange et de rose, elle m'avait demandé pourquoi je n'avais pas simplement dit non au téléphone ce soir de juin. Parce que non ne t'aurait rien appris sur lui que tu ne savais déjà, lui avais-je répondu. Et parce que tu avais besoin de le voir toi-même, pas me l'entendre dire. Elle avait réfléchi à ça un moment. C'était quand même un peu cruel. Être. Mais c'était lui qui était cruel. Je me suis contenté de créer les conditions pour que ça devienne visible. Ma main aurait fait pareil. J'avais souri sans m'en rendre compte. Ta mère aurait trouvé quelque chose de beaucoup plus élégant. Mais dans l'idée, oui. Elle ne supportait pas que les gens abîmaient les choses qui comptent. Les maisons, les gens, les liens. Elle avait une façon de rétablir l'ordre qui te laissait quoi. Camille avait regardé l'horizon. Elle me manque. Et moi aussi. Il y avait des nuits maintenant, où je m'asseyais sur la terrasse après le coucher du soleil, et je regardais les étoiles qui apparaissaient progressivement au-dessus du Luberon. Je pensais à tout ça à Élisabeth, à Camille, à la Bastide, à la famille Verchève et leurs enfants dans l'Olivier, à Sébastien qui m'avait appelé beau-père comme une insulte et qui ne m'appellerait plus du tout. Je n'éprouvais pas de triomphe. Ce n'était pas le bon mot. Ce que j'éprouvais ressemblait davantage à ce sentiment qu'on a quand on a réparé quelque chose qui était cassé, une satisfaction sobre, un peu fatiguée, entièrement réelle. Ma maison était à moi. Mes souvenirs étaient protégés. Ma fille était en train de se rappeler qui elle était. Et l'olivier dans la cour, comme chaque soir depuis le temps qu'il était là, bruissait doucement dans le vent de la nuit, indifférent aux histoires humaines qui se jouaient à son pied, attentif à sa propre longévité. Il y a des choses qui résistent. Les oliviers, les bastides bien construites, les gens qui ont décidé de ne pas se laisser effacer. Ma femme me l'avait enseigné. Le reste n'était que de l'application.